Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine au Nigeria, l'une des filles des Chibok a refusé d'être libérée. L'une des filles qui avait été kidnappée en 2015 par la secte islamique Boko Haram a refusé d'être libérée lors d'un échange de prisonniers avec le groupe djihadiste. En raison de l'insurrection Afrique centrale, 9 militaires camerounais du groupement d'intervention rapide et 2 civils ont été arrêtés par l'armée tchadienne dans la région de Mayo-Kébi-Est, frontalière avec le Cameroun et située près de 300 km au sud de N'Djamena. Et dans la page locale, nous parlerons de cette conférence qu'organise samedi prochain l'Association des étudiants des cultures africaines des Lions, AICAL, sur le livre La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique. Ce soir, nous sommes avec l'un des vice-présidents. Il s'appelle Jean-Didier Babité. Bonsoir, Jean-Didier. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce qui justifie votre choix, Jean-Didier? Premièrement, parce que c'est un livre qui traite d'un thème qui est méconnu. Et puis, c'est un sujet qui est en lien aussi avec la semaine de commémoration du 10 mai, qui est l'abolition de l'esclavage. Bien. Avez-vous également, c'est la jeune trésorière de la ECAL, elle s'appelle Coralie Gorano. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Pourquoi cette œuvre particulièrement? Je suis d'origine camerounaise, donc c'est pour ça. À la part belle. Pardon? Vous avez fait la part belle au Cameroun. Oui, voilà, c'est ça. Et comme disait Jean Didier, c'est une histoire méconnue, vraiment. Et donc le but, c'est vraiment de la faire découvrir au grand public. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Ce soir, nous sommes avec Manuel Domergue, l'un des auteurs du livre La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique. Manuel Domergue, bonsoir. Vous recevez Madame Manuel Domergue? Oui, je suis là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, en fait, nous essayerons de comprendre pourquoi avez-vous écrit ce livre. Je présente également celui qui est avec nous depuis Paris, s'appelle Abdelaziz Moundé. Il est journaliste, activiste. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, dans ce studio, nous sommes avec des responsables de l'AICAL, entendu l'association des étudiants des cultures noires, des cultures africaines de Lyon, autant pour moi. J'étais dans le cran et c'est eux qui organisent samedi prochain une conférence au cours de laquelle on réfléchira sur ces livres. Manuel Domergue, dites-nous, pourquoi un livre sur cette guerre? Parce que c'est une guerre qui a été délibérément cachée, occultée, et qu'il y avait besoin de documentation pour en parler, parce que c'est une guerre évidemment qui est connue au Cameroun par ceux qui l'ont subie, évidemment, mais qui était souvent déniée par les acteurs officiels des relations franco-camerounaises, par les historiens officiels. Et donc il y avait besoin de faire un vrai travail d'enquête, et pas simplement un travail militant, pas simplement un travail de mémoire, mais vraiment un travail de documentation, travail d'histoire, à partir des documents d'archives en France, au Cameroun, en Suisse, au Royaume-Uni, et surtout en confrontant les mémoires des différents témoins, qu'il s'agisse des maquisards camerounais, des milices, de l'armée camerounaise, et évidemment de l'armée française et des autorités françaises de manière générale. Donc ça s'inscrit dans cette tendance à retrouver l'histoire de la France-Afrique, puisque c'est un événement qui est aux origines de la France-Afrique,
et donc à briser le silence, comme ça a été déjà le cas au cours des dernières années, sur la répression à Madagascar en 1947, ou la guerre d'Algérie, ou bien d'autres événements tragiques de cette histoire. Manuel Domergue, dites-nous, pendant combien de temps avez-vous mis pour collecter toutes ces informations? Alors on a commencé à travailler avec mon collègue Thomas Deltombe, qui est journaliste, et mon collègue historien Jacob Tatsitsa, qui est au Cameroun. On a commencé à travailler tous les trois autour de 2005-2006. On a publié un premier ouvrage en 2011 qui s'appelle Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, qui est un très gros ouvrage de plus de 700 pages, avec 100 pages de notes. Donc on a essayé d'être le moins contestable possible. Évidemment, c'est un texte engagé, mais enfin, on essayait à chaque fois de sourcer nos affirmations pour que ce soit pas simplement une opinion, mais des faits vérifiés. Et puis, on a récidivé l'an dernier, en 2016, avec un ouvrage plus petit à destination d'un plus grand public qui s'appelle L'invention de la France-Afrique, la guerre du Cameroun. Donc, à la fois, c'est un travail pour les historiens, pour les journalistes, pour les militants, avec 700 pages très argumentées, et puis une interpellation, une sorte de plaidoyer à destination de l'opinion publique camerounaise, française, et puis évidemment toutes les personnes sensibilisées à cette question, pour inciter, en ce qui me concerne en tant qu'auteur français, les autorités françaises à reconnaître cette guerre, qui évidemment n'a pas été menée par le gouvernement actuel de la France, mais ses lointains prédécesseurs, mais enfin la France est comptable de ce qui a été fait il y a 50-60 ans, et pour que le Cameroun aussi connaisse cette histoire, une histoire tragique, qui a encore des effets extrêmement marqués, puisque le gouvernement camerounais actuel, celui de Paul Biya, est l'émanation assez directe de cette guerre de décolonisation. Abdelaziz Moundé, Oui, vous avez une question pour Manuel Domergue? oui, Manuel Doumergue, évidemment que j'ai eu le plaisir et même le privilège de rencontrer lors d'une récente dédicace parisienne, justement sur la deuxième sortie de cet ouvrage. Bonsoir Manuel. Et je voulais tout simplement dire que il y a aujourd'hui une aspiration essentielle qui va au-delà du travail d'histoire hein, que vous avez abondamment documenté, avec cette ouverture des archives qui, il faut le dire, est déjà partiellement effective, puisque c'est sur cette base-là que vous avez pu effectuer un travail, les archives de l'armée à Vincennes et dans d'autres endroits de France, le problème étant qu'elles sont dispersées. Alors aujourd'hui, comment ce travail d'histoire peut servir véritablement la mémoire, le travail de mémoire? Tout d'abord parce que il peut être lu assez facilement par tout le monde. C'est pour ça qu'on a essayé aussi, au-delà du livre qui n'est pas accessible partout, notamment au Cameroun, hein, pour des raisons de disponibilité et de prix, on a essayé de le diffuser à travers des interviews, des articles dans la presse, des débats en France, au Cameroun. Et puis surtout, c'est parce que on n'est pas les seuls à avoir travaillé sur cette question. Il y a d'éminents historiens comme Achille Mbembe ou Meredith Tereta. Donc c'est un jalon qu'on a essayé de poser grâce justement aux archives auxquelles on a pu avoir accès, aux témoignages qu'on a pu collecter, un jalon pour que d'autres après écrivent cette histoire-là, qui est aussi leur histoire. Nous, on prétend pas avoir écrit un livre définitif, au contraire, il faut qu'il y ait d'autres jeunes historiens, jeunes journalistes ou jeunes Camerounais et Français intéressés par leur propre histoire puissent se l'approprier et la mettre en débat, parce qu'il y a plein de choses qui restent à étudier. Il y a encore plein d'archives qui n'ont pas été déclassifiées. D'ailleurs, François Hollande, quand il était venu au Cameroun il y a 2 ans, avait annoncé l'ouverture des archives totales. Donc on attend encore des résultats de ce côté-là. Puis c'est à chacun d'écrire cette histoire-là. Elle n'est jamais achevée. Par exemple, sur la période de Vichy ou sur la guerre d'Algérie, il y a des centaines et des centaines de livres, voire des milliers de livres qui ont été écrits. Donc c'est pas 1 ou 2 livres qui suffiront à étancher la soif de connaissance du public camerounais et français. Il y a dans l'actualité récente, effectivement, cette polémique sur le propos d'Emmanuel Macron, nouvel élu en France. Vous avez évoqué tout à l'heure l'acte, ce n'est pas encore un acte de reconnaissance officielle de François Hollande à Yaoundé, mais une évocation. Alors, comment vous voyez pour Emmanuel Macron une poursuite éventuelle dans ce sens-là? Est-ce qu'il va avoir une amplification de votre point de vue, ou tout simplement la polémique qui a suivi son propos sur la condamnation de la colonisation comme crime contre l'humanité lors de son séjour à Alger? Est-ce que ça pourra freiner un tout petit peu ses ardeurs de ce point de vue? Ça, l'avenir le dira. En tout cas, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on est face à un président assez jeune qui apparemment n'est pas tellement impliqué dans les réseaux de la France-Afrique, mais ça, il faudra peut-être le vérifier, qui n'a pas eu peur effectivement de qualifier la colonisation de crime contre l'humanité, et donc en sachant bien que ça allait
déclenché une polémique auprès des milieux nostalgiques de la colonisation en France et ils sont puissants. Donc c'est plutôt des bons points qui nous font espérer que peut-être il va regarder cette page d'histoire avec lucidité, avec simplement sincérité. Encore faut-il qu'elle l'intéresse, parce que autant la guerre d'Algérie est un enjeu très visible, même Politique électoralement française, en France, politique intérieure, oui. autant la guerre du Cameroun a toujours été un enjeu extrêmement marginal, qui pêche soit par déni total, c'était le cas de François Fillon quand il était Premier ministre et qu'il avait affirmé contre toute logique à Yaoundé que c'était une pure invention, soit par désintérêt, un peu de mépris aussi, comme la plupart des autres dirigeants français, et on pourrait même inclure François Hollande quand il est venu à Yaoundé et qu'il a été interrogé, qu'il a vaguement dit qu'il y avait eu peut-être une répression, sans dire vraiment quand ni par qui, donc c'était quelque chose qui n'était pas du déni, mais qui était un manque d'intérêt qui frise le manque de respect. Donc la crainte que j'ai davantage pour Emmanuel Macron, c'est ça, c'est ce manque d'intérêt. Et puis après, on verra bien, il faut encore qu'il ait le courage non seulement d'affronter en face le passé de la France, mais d'affronter aussi le présent du Cameroun, parce que autant il peut y avoir un désintérêt de la part des dirigeants français à l'égard de cette histoire, autant de la part des gouvernements camerounais, il n'y a pas du tout de désintérêt. Il y a un refus absolu d'ouvrir la page de cette histoire parce Manuel qu'ils sont Domergue, les héritiers directs. Manuel Domergue, très sincèrement, en contribuant donc à produire ces livres, j'ai une question d'un auditeur qui pose la question de savoir aujourd'hui, la nouvelle génération découvre les liens forts ou alors les réseaux de la France-Afrique. Comment peut-on faire pour se débarrasser concrètement de ce lourd partenariat déséquilibré? Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que c'est du point de vue de la France ou de l'Afrique ou des Camerounais en l'occurrence? Les acteurs sont pas tout à fait les mêmes. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de dénoncer et donc de se débarrasser de la France-Afrique parce que la France-Afrique a muté depuis une vingtaine d'années, la disparition petit à petit des réseaux focards. Elle a muté et elle s'est éclatée, elle s'est disséminée. Donc François-Xavier Verschaff, qui était le président de l'association Survie, qui avait un peu théorisé la France-Afrique, avait expliqué qu'on était passé de la France-Afrique à la mafia-Afrique, c'est-à-dire des réseaux semi-mafieux, connectés parfois avec des sphères d'influence politique, mais qui étaient largement autonomes. Donc la France-Afrique aujourd'hui a des relais au sein de l'appareil d'État, mais est essentiellement animée au profit et par des chefs d'entreprise français qui captent des marchés à l'international en Afrique. Donc on n'a plus du tout la figure, soit qu'on adore, soit qu'on déteste, de Jacques Foccart, en l'occurrence pour les contempteurs de la France-Afrique qui le détestaient plutôt, mais au moins on avait un chef d'orchestre à attaquer. Et puis avec des gens comme De Gaulle, Pompidou ou Chirac, des gens qui avaient porté Jacques Foccart et qui le soutenaient contre vents et marées. Aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent de Jacques Foccart. Donc se débarrasser de la France-Afrique, ça veut dire aussi se débarrasser des scories de la France-Afrique. Et donc aussi des résidus, des gens qui sont restés là, soit des réseaux français, politiques, économiques, soit des chefs d'État africains qui ont été mis en place au moment de la grandeur de la France-Afrique, de la toute-puissance de la France-Afrique. Et je pense évidemment à Paul Biya qui est arrivé au pouvoir en 1982, mais on pourrait penser à d'autres comme Idriss Déby ou Denis Sassou Nguesso. Donc ce sont eux, je pense, des figures encore très fortes et très puissantes dans ces pays-là de la France-Afrique. Donc s'y attaquer, ça veut dire taper en France, mais aussi avoir une action réfléchie de contestation, en tout cas qui passe par l'appel à des élections démocratiques, Manuel Domergue, excusez-moi, d'un vrai débat dans ces pays-là. Excusez-moi de vous couper. Je vais parler de manière vraiment très, très simple, très empirique. Il est clair qu'aujourd'hui, quand vous parlez des pouvoirs politiques en Afrique, les peuples sont otages. On le voit comment ça se passe de leurs dirigeants sur le continent africain. Il est très difficile pour eux de pouvoir agir de ce côté-là. Mais en revanche, du côté de l'Occident, on pense que ça peut aller plus vite. À votre avis, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui de faire changer les choses? De la part des peuples eux-mêmes qui sont concernés, on l'a dit, il y a une volonté très forte, évidemment. On le voit avec un rejet assez important à chaque mouvement social, à chaque élection où il y a une petite bribe de liberté pour s'exprimer. On ne peut pas dire qu'il y a une grande popularité de ces satrapes qui sont en place depuis plusieurs décennies. Après, il y a une grande difficulté à contester un régime autoritaire dans un contexte de liberticide pour ces peuples-là. Donc c'est très compliqué. Évidemment, c'est pas à moi de le faire à leur place et donc de m'exprimer en disant quel tel gouvernement ou telle stratégie adopter pour obtenir la fin de cette domination.
C'est à tous ces peuples de l'inventer, ils le font déjà. Encore faut-il après y parvenir. Et le rôle que je peux avoir moi en tant que citoyen français, c'est de tout faire pour que les gouvernements qui pour le coup sont vraiment élus par les citoyens français ne mettent pas de bâton dans les roues, au moins, de ces peuples qui veulent s'émanciper. Abdelaziz Moundé. Oui, non, j'allais revenir sur un aspect qui a été évoqué tout à l'heure par Manuel Doumer concernant le présent du Cameroun, parce qu'il faudrait voir comment ces éléments d'histoire, ces questions historiques rejaillissent sur les problématiques actuelles. Et on a Emmanuel Macron, justement, nouvellement élu, qui a évoqué le fait de la mise, la fin de ces réseaux de connivence, comme on les appelait du temps de la France-Afrique. Est-ce que, de votre point de vue, une histoire aussi douloureuse, aussi forte, aussi ancrée, peut s'estomper comme ça de manière rapide ou délibérée, quelle que soit la bonne volonté d'un chef d'État français? L'histoire ne s'estompe jamais. C'est le passé, il est là à tout jamais. Ce qui doit s'estomper, ce sont les rancœurs qui viennent de ce passé, et des rancœurs qui sont en fait avivées par le silence, par le déni. Donc pour y mettre un terme, il faut de la vérité, il faut du courage, il faut faire toute la lumière sur cette période-là. Et donc ce que peut faire un président français, en particulier s'il vient d'être élu, c'est de reconnaître la responsabilité de la France dans la guerre qu'elle a déclenchée au Cameroun pendant la période coloniale, puis qu'elle a poursuivie jusqu'à la fin des années 60 par l'entremise du gouvernement camerounais qui à l'époque était réellement entre les mains de la France-Afrique. Donc c'est déjà faire ce travail-là, et puis après, ça prendra du temps évidemment pour que cette vérité soit acceptée, partagée, discutée, et puis pour que ces peuples puissent se réconcilier pleinement autour de la lumière sur le passé, et pas autour du déni, parce que souvent on dit non, il ne faut pas parler du passé parce que ça risque de raviver des plaies, mais en fait c'est quand on ne parle pas de ce passé que les plaies sont ravivées à un moment ou à un autre. Donc après il n'y a pas de toute façon de contentieux, de haine entre les peuples même camerounais et français. Après, à force de mépris de la part des différents gouvernements français, des entreprises françaises, euh, et puis de cette guerre qui a été cachée, il y a une forme de rancœur de la part des Camerounais, Tout à fait. Et ce fameux sentiment anti-français qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, sauf à véritablement faire l'autruche, et qui est entretenu effectivement par ce silence, ce mépris et ce officiel des deux parties de reconnaître et d'entamer un véritable travail de mémoire. Absolument. Et ce qui est vraiment très ironique, c'est que le président Paul Biya au Cameroun, parfois essaie de jouer sur ce sentiment anti-français pour raffermir son pouvoir face aux maigres tentations de le contester de la part de la France, de l'Europe, des institutions internationales. Et c'est vraiment très ironique parce que c'est lui qui aura le plus profité au final de cette France-Afrique, de cette mainmise de la France sur le Cameroun pendant des décennies. Donc il faut, en faisant la lumière sur ce passé, donc avec un point de vue très critique sur l'action du gouvernement français, des gouvernements français par le passé, il faut pas perdre de vue qu'il peut y avoir aussi des instrumentalisations de ce passé, de cette rancœur, à des fins qui n'ont rien à voir avec la vérité historique ou avec l'émancipation des peuples. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir Manuel Domergue, qui est l'un des auteurs du livre La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique. Il sera présent à Lyon samedi prochain à l'invitation de l'AECAL, entendu l'association des étudiants des cultures africaines de Lyon. Également avec nous depuis Paris, c'est Abdelaziz Moundé Jibam, qui est journaliste, activiste. Ce soir, nous essayons de comprendre en fait les dessous, ce qui a poussé, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette guerre reste encore tue, et cette information qui est occultée. Manuel Domergue, c'est vrai que vous partez dans quelques instants. Dites-nous aujourd'hui, parvenu à ce moment, le travail que vous avez fait, est-ce qu'il y a un réel engouement autour de ces livres? Alors, ce livre a obtenu un certain succès, effectivement. Il a été vendu à plus de 12 000 exemplaires pour le premier. Là, le deuxième, je crois, marche assez bien aussi. Pour un livre d'histoire sur un pays africain des années 50, c'était assez inespéré, surtout un livre assez onéreux et très, très lourd. Oui, non, il y a un vrai intérêt. Et puis après, au-delà de ce livre en particulier,
à chaque fois qu'il y a des débats sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., ça suscite beaucoup d'intérêt. Pas autour de ce livre en particulier, mais autour de cette période-là. Il y a des polémiques en permanence, etc. Donc ce sujet, il est assez brûlant, même pour un peuple camerounais qui a assez peu accès aux produits livres, mis à part les Camerounais de France qui l'ont acheté, discuté assez massivement. Au Cameroun, il n'y a pas un réseau de librairies, et puis le prix des livres est quand même très rédhibitoire, qui permettent de s'emparer justement de ce débat à partir du livre. Mais le débat se fait à travers d'autres canaux très intéressants, notamment il y a eu des débats à la télévision camerounaise autour du deuxième livre, et à chaque fois ça suscite beaucoup de polémiques, et tout le monde se réapproprie le débat, enfin pas tout le monde, mais enfin beaucoup de Camerounais. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des débats en France, et il y en aura donc samedi à Lyon, on a vu une communauté camerounaise de France extrêmement intéressée, extrêmement mobilisée, avec des questions très pertinentes et qui souvent apportent beaucoup de choses à la connaissance de cette période à laquelle nous on a consacré un livre, mais qui en mériterait bien d'autres. Manuel Domergue, dites-nous, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la collecte des documents, des informations? On n'a pas rencontré d'obstacles de personnes qui nous auraient mis volontairement des bâtons dans les roues. C'était une enquête très longue et assez difficile parce qu'il faut collecter des archives éparpillées, nombreuses, mal classées, et surtout avoir accès à des témoins qui sont vieillissants, dont la plupart maintenant sont morts. Donc ceux qu'on a interviewés, beaucoup sont morts depuis. Certains étaient déjà morts au début de notre enquête, donc c'est une course contre le temps. Et puis surtout, c'est que quand on arrive 50 ans après les faits, même auprès de témoins vivants et en santé correcte, la réécriture arrive très vite, même sans mauvaise intention, mais 50 ans après, les souvenirs sont pas les mêmes, la chronologie est plus difficile à faire respecter. Donc il aurait fallu écrire ce livre il y a 20 ou 30 ans, évidemment, mais enfin, d'autres l'ont fait, Mongo Betty avec Main basse sur le Cameroun, ou Achille Mbembe, ou Richard Joseph. On est arrivé à notre temps avec les archives nouvelles dont on a pu disposer, avec des témoins qui, avec le temps qui passe, aussi acceptaient davantage de parler, de s'exprimer, qu'on pouvait facilement retrouver via les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on est, je pense, un des derniers livres à avoir pu interroger autant de survivants de cette époque. Il en reste encore, donc il faut que chacun, ceux qui ont accès à leur famille, à des grands-parents, aillent les voir, les fassent parler autant que possible. Et après, ça va être une mémoire plus indirecte avec des documents, des mémoires à recueillir, etc. etc. Abdelaziz. Il y a dans l'ouvrage quelque chose d'assez marquant, c'est le fait d'avoir relevé le consensus colonial de la 4e République et la diplomatie secrète de la 5e République qui ont contribué effectivement à ce blackout autour de la guerre cachée au Cameroun. Alors il y a un certain nombre de protagonistes comme M. Debré, Focard évidemment, qui ont joué un très grand rôle dans ce silence officiel-là. Est-ce que vous avez l'impression et le sentiment qu'il y a eu de la part des acteurs politiques de cette époque-là une volonté délibérée, ou bien c'est le fait de l'éloignement de sujets concernant des pays comme le Cameroun dans l'actualité française qui a contribué? Il y a eu une volonté délibérée de cacher les crimes de l'armée française, absolument, ça c'est incontestable. On a retrouvé des ordres du lieutenant-colonel Lamberton, qui était le chef d'orchestre militaire de cette répression, qui disait « il faut faire régner le silence ». Le livre de Mongo Betty a été saisi, interdit, dès sa parution en France. Même pas sur le Cameroun. Main basse sur le Cameroun, donc là c'est incontestable que c'était une censure officielle, des journaux ont été interdits, des avocats n'ont pas pu se rendre au Cameroun, donc il y a eu un blackout qui était extrêmement organisé. C'était aussi possible justement parce qu'il y a un désintérêt dont vous parliez, assez général, pour la politique africaine en France et pour les crimes commis par la France au Cameroun. Autant la guerre d'Algérie était impossible à censurer, même s'il y a eu des tentatives, parce que c'était une guerre massive aux portes de la France, et même administrativement en France, dans les 3 départements algériens de France, officiellement, et puis parce que l'armée française avait envoyé le contingent, des centaines de milliers d'appelés du contingent français, qui n'étaient pas des soldats professionnels et qui donc forcément parlaient. Et ça a été très visible partout. Et puis aussi grâce à l'immigration algérienne en France massive, et qui donc forcément a aussi répandu cette connaissance de la guerre d'Algérie. Pour le Cameroun, ce n'était pas du tout le cas. Ça a été une guerre menée en catimini par quelques milliers de soldats français, relayés ensuite par
des miliciens ou des soldats camerounais, beaucoup plus nombreux, face à des maquisards camerounais. Mais en ce qui concerne l'armée française, c'était des troupes en assez faible effectif. Et donc, c'était beaucoup plus simple de censurer ce type de guerre. Alors, est-ce que vous pensez que les techniques comme celle du réarmement moral avec une liturgie de la paix, de la réconciliation, une sorte de pression psychologique qui a été exercée en s'appuyant sur les techniques de la guerre psychologique française, est-ce que vous pensez qu'elles ont joué également un rôle dans les zones qui ont été les plus touchées par cette guerre, dans l'Ouest Cameroun et la Sanaga maritime? Oui, tout à fait. La doctrine de la guerre révolutionnaire, donc qui inclut la guerre psychologique, est celle qui a vraiment articulé la menée de la guerre française au Cameroun. Ça a permis d'avoir un travail d'aliénation mentale, de mener la guerre dans les cerveaux des populations et pas simplement sur le champ de bataille. Ça a permis aussi de faire taire tout ce qui pouvait émaner de cette guerre-là pour qu'elle ne soit pas connue. Donc c'est la censure dont on parlait. Et puis c'est une guerre qui a été menée dans les populations civiles. C'est pas du tout une guerre front contre front, armée contre armée. C'est une guerre qui a été menée contre le peuple camerounais dans des régions entières, région Bamileke, région de la Sanaga maritime, dans le Mongo, à côté de Douala. Et tout cela, ça a accru le traumatisme des populations camerounaises, parce que c'est pas simplement une bataille militaire qui a été perdue, c'est vraiment une aspiration à la liberté, une aspiration à l'indépendance qui a été brisée par la torture systématique, par la propagande la plus brutale, par l'interdiction des prises de parole un peu autonomes, et évidemment par l'annihilation du mouvement de l'Union des populations du Cameroun et de ses sympathisants. C'est dans les ordres des militaires, il faut annihiler l'UPC et ses sympathisants. Donc le simple fait d'être sympathisant ou d'être vu comme sympathisant était parfois un crime, entre guillemets, qui pouvait entraîner la mort ou le regroupement dans des camps de concentration, ou en tout cas la censure généralisée dans une société disciplinaire extrêmement rigoureuse pendant des décennies. On n'avait pas le droit de prononcer le mot d'Oumniobé de l'UPC. Donc même si aujourd'hui on en est un petit peu revenu au Cameroun sur cette blackout total, ça laisse des traces extrêmement fortes, extrêmement dures dans des régions entières du Cameroun. Merci beaucoup, Manuel Domergue. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous donc pris samedi prochain pour la conférence qui se tiendra donc à Lyon, conférence débat organisée par l'Association des étudiants de culture africaine de Lyon. Merci Abdelaziz Moundé. Merci. Et bonne journée. Au plaisir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'était Manuel Domergue qui est l'un des auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée, à l'origine de la France-Afrique, qui échangeait donc sur cette conférence qu'il tiendra à Lyon samedi prochain, organisée par l'AECAL, entendu l'Association des étudiants des cultures africaines de Lyon. Où aura lieu la conférence, Coralie Garneau? Elle aura lieu à la librairie La Griffe, qui se trouve où? Donc, qui se trouve dans le 7e arrondissement, 5 rue Griffe. Rue Sébastien Griffe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est à côté du magasin Madras. Comme ça, peut-être que ça parle à beaucoup plus de personnes comme ça. Madras. C'est exactement la même rue. C'est quoi Madras? Sans publicité, hein? C'est un magasin d'alimentation. On peut trouver de l'alimentation africaine. Alors, sans publicité, donc c'est à côté du magasin Madras. Pour ceux qui connaissent la zone, et ce sera à quelle heure? À 15h. À 15h. Alors, j'ai vu que cet événement est organisé en partenariat avec Africa 50, le collectif Africa 50, qui rassemble donc en fait les associations d'origine africaine de Lyon. Dites-nous, je reprends cette question que j'ai posée au début, pourquoi avoir choisi ce document-là précisément et non un autre pour cette conférence? Le livre, vous voulez Oui. dire comme Manuel Domergue l'a dit tout à l'heure, c'est un livre qui est beaucoup plus accessible au grand public. Donc le premier tome est de 700 pages, c'est vraiment un livre scientifique. Et là, voilà, c'est beaucoup plus adapté pour... Je précise ma question en fait. Je dis, il y a plusieurs livres, plusieurs œuvres. J'imagine qu'il y a quand même quelque chose à pousser sur le choix de celui-ci. Celui-ci est... Et c'est quoi? c'est le plus récent, c'est un des plus récents qui est sorti. Alors, je laisse Jean-Didier Bababété répondre. Alors, c'est pour connaître notre histoire. Oui. Et puis, en plus de ça, il s'avère aussi que on a un public aussi qui s'y intéresse. Alors, si le public s'y intéresse, pourquoi j'ai posé la question? Parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être présent dans des rencontres organisées par l'AECAL. On a l'impression que ce sont les mêmes qui sont là.
le même groupuscule, et les autres étudiants. Est-ce que cela les intéresse vraiment, Coralie Garneau? Oui, bien sûr. Donc là, on aura notre public. On vise bien sûr les adhérents, sympathisants de l'AECAL, également ceux d'Africa 50. Et Qui sont-ils, sur Africa 50? Quel public c'est concrètement? Qui sont ces personnes qui sont adhérentes de cette association-là, de ce collectif-là, Africa 50? C'est les associations, comme le nom l'indique, qui regroupent les associations africaines, de culture africaine de Lyon, du Grand Lyon. Et, Quel type de public on y rencontre? Des jeunes, des moins jeunes? de tout public, des jeunes, des moins C'est-à-dire jeunes, des étudiants, des salariés. Voilà, je vois Bah, pas. je connais pas. Bah, je pose des questions parce Mais que venez et vous ceux verrez qui nous quel écoutent ce public. soir aimeraient savoir quand même. Alors, déjà, vous, qui attendez-vous? Vous attendez vos adhérents, c'est-à-dire les membres de l'AECAL, Oui. d'accord, donc des étudiants des cultures africaines. Il y a également votre partenaire Africa 50, Voilà. dont les membres du collectif Africa 50. Et qui également- d'autre? Et également, bien sûr, les sympathisants, ceux qui ont l'habitude de côtoyer la librairie La Griffe, au sein duquel le livre s'est très bien vendu. C'est vrai qu'ils sont nombreux qui m'ont dit un peu pendant cette émission que c'est l'histoire même en fait dont parle ce livre est assez intéressante et c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si vous-même vous avez fait ce travail-là en amont pour savoir si vous avez un public que vous avez pu accrocher en dehors du public traditionnel, c'est-à-dire vos membres, vos militants et autres. Et donc ça se passera où précisément vous avez dit? Librairie La Griffe, Saxe-Gambetta, 5 rue Sébastien Griffe, à Au- côté du magasin Madras. Sans publicité. Nous, on ne fait pas la publicité de Madras. C'est vrai que pour ceux qui connaissent la zone, ça leur donne un point de repère. Et l'AECAL, c'est l'association des étudiants donc, des cultures africaines des Lions. Il y a à peu près un an, vous êtes arrivé aux affaires et j'avais l'impression que vous étiez en train de jubiler, comme quoi on avait l'impression, il y avait une certaine euphorie, mais dans le temps, votre enthousiasme semble s'être émoussé. Pourquoi? Pourquoi vous avez cette impression? On jubilait? Non, je pense pas. On était heureux, bien sûr, d'avoir nos postes, d'avoir été élus. Et voilà, on a poursuivi nos activités tout au long de l'année. On les poursuit d'ailleurs avec cet événement. Et l'année n'est pas encore finie. Je précise que j'avais été un peu séduit par le premier groupe qui est venu en studio ce jour-là, après votre élection. J'avais l'impression qu'on allait avoir un programme clairement défini, avec un planning clair. Mais apparemment, j'ai l'impression que vous allez par jet. Donc, au cours de l'année, il n'y avait vraiment pas un agenda bien clair. Pourquoi? Si, il y avait un agenda. Il y avait un agenda qu'on a poursuivi toute l'année, par exemple le soutien scolaire qui a toujours lieu. Et d'ailleurs, c'est une activité qu'on ne voit pas, par Mais exemple. c'est peu connu, par exemple. Oui, c'est une activité qu'on ne voit pas, ça c'est sûr, mais qui a lieu Soutien scolaire auprès de qui? auprès des jeunes de communautés de culture africaine, de la communauté africaine. Donc nos adhérents, Ça passe où? nos adhérents se déplacent soit à domicile ou soit directement dans une salle pour justement faire. C'est intéressant, mais la communication semble ne pas vraiment être faite autour de ces activités qui sont intéressantes. Le soutien scolaire, c'est important, par exemple. Oui, bien sûr, tout à fait, c'est très important. Combien ça coûte pour être accompagné dans le soutien scolaire? Il n'y a pas de coût, c'est du bénévolat. Du bénévolat en plus. Oui, bien Et sûr. vous avez encadré, l'année s'achève pratiquement. Combien de jeunes avez-vous encadrez-vous? Une trentaine. Comment se fait le choix d'un jeune qui est accompagné? Donc c'est déjà les personnes dans le besoin qui le demandent, les familles qui le demandent. Il y a des familles demandeuses On s'adresse à qui lorsqu'on veut être accompagné par un jeune de l'AECAL, par exemple? On s'adresse à l'AECAL. À l'AECAL, d'accord. Ça veut dire à qui? Au président, à la trésorière? Comment ça marche? Toute personne, ensuite, c'est à nous J'ai des nièces. de relayer. Oui. Voilà, si vous avez des nièces, vous pouvez on peut en discuter. Ensuite, moi, je On relaye. peut en discuter ou c'est déjà un acquis? On en discute pour savoir ce que vous cherchez. Nous, on va chercher ce que vous recherchez. On va chercher la personne qui pourrait, par exemple, venir s'occuper de vos nièces à telle heure, à tel moment. Et voilà, ensuite, on met en place le soutien. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que pour nous, à Tam Tam Tropical, on s'est donné pour ambition de vous accompagner sur le plan médiatique, sur le plan de la communication. Et j'avoue que je suis surpris à l'instant de cette activité que vous avez pu mener, que vous menez actuellement, mais que l'information ne circule pas. Pourquoi ce manque d'information? Et l'année prochaine, on fera mieux. Vous ferez mieux l'année prochaine. Bien sûr. Pourtant, apparemment, On est là pour apprendre aussi. Qu'avez-vous amélioré cette année, par exemple? C'est un des reproches que vous avez fait l'année dernière. C'est pas un reproche, c'est un constat. Alors, pour poser la question autrement, C'est un constat que vous avez fait l'année dernière. quelle innovation avez-vous apporté au sein de l'AECAL en tant qu'équipe qui en cours? Déjà, le soutien scolaire, déjà. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et quoi d'autre? Pourquoi le président n'est pas venu?
Parce qu'on a décidé de venir à deux. deux. Oui, voilà, tout simplement. On se relie. Hein. C'est vrai que se ce relie. soir, on ne parle pas d'argent, ça veut dire que vous avez les coulées franches, vous pouvez vous exprimer librement. Oui, allez-y. À La fin de l'année n'est pas encore arrivée. Est-ce que les caisses de l'AECA se portent bien? Oui. La trésorière, c'est la trésorière. Oui, c'est ça, trésorière adjointe. Pourquoi je vous pose toutes ces questions? Parce que généralement, les étudiants, c'est-à-dire l'intelligentsia que vous représentez, d'accord, c'est auprès de vous qu'on recrute généralement les futurs dirigeants de nos pays africains. Et on aimerait bien vous voir déjà faire mieux que ceux qui vous ont précédés. Pourquoi? Parce que les difficultés que vous rencontrez ici à vous associer en tant qu'étudiants d'origine africaine, quand ils se retrouvent sur le continent, on a le sentiment que c'est les mêmes difficultés que nos dirigeants ont sur le continent à travailler ensemble. Et nous avons rêvé, on a espéré qu'avec vous, cette équipe actuelle, les choses allaient être nettement mieux que ce qu'on a connu par le passé. Sans forcément vouloir le vanter, Amidou Dramé, qui fut à une époque président, à un moment, il a fait un travail assez intéressant. On s'interrogeait s'il y avait un lien. Est-ce que vous travaillez avec lui, par exemple? Oui, on travaille avec lui, notre président qui le connaît bien est régulièrement en contact avec lui pour justement nous conseiller. Comment ça marche d'une équipe à une autre? Alors, l'équipe que vous avez trouvée sur place, est-ce que vous avez continué à travailler avec eux ou pas du tout? Oui, on est toujours, bien sûr qu'on est en contact avec eux. En plus, il y a des membres du bureau sont toujours là, les adhérents sont toujours là. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on doit encore approfondir ce travail-là et, comme je le disais, faire mieux, oui. Parce que c'est pas... Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous allons prendre quelques brèves en provenance de l'Afrique et on va retrouver nos invités dans quelques instants. Au Tchad, 9 militaires camerounais du groupement d'intervention rapide en abrégé le BIR et 2 civils ont été arrêtés par l'armée tchadienne dans la région du Mayo-Kébi-Est, frontalière avec le Cameroun et située à près de 300 km au sud de N'Djamena, la capitale. Ces militaires camerounais étaient en opération à la frontière avec le Tchad. 9 armes de marque FAMAS et une pick-up Toyota équipée d'une mitrailleuse ont été saisies selon un responsable militaire. Dans la région des Grands Lacs à Kinshasa, c'est un véhicule de la police qui a été incendié devant le siège de l'UDPS, le parti de feu Étienne Tshisekedi, l'opposant historique décédé le 1er février dernier à Bruxelles. Une dizaine de policiers anti-émeutes ont encerclé dans le bâtiment après l'incendie d'un camion de Limette, commune du centre de Kinshasa. D'après des témoins, l'incendie a commencé donc vers 4 h du matin. Peter Kazadi, dans un cadre de l'UDPS, autant pour moi, dénonce donc un coup monté par les autorités pour empêcher l'inhumation d'Étienne Tshisekedi au siège de son parti. Rappelons donc que le corps de la figure historique de l'opposition congolaise décédée le 1er février à Bruxelles, à 84 ans, n'est toujours pas arrivé à Kinshasa. Le président zimbabwéen âgé de 93 ans donc, est en séjour médical à Singapour où il doit passer des examens médicaux de routine. Âgé de 93 ans, M. Mugabe donc, est le plus vieux chef d'État au monde. Il est retourné lundi soir à Singapour, 2 mois à peine après donc sa dernière visite médicale en Asie qui avait fait l'objet de nombreuses spéculations. 2 confrères journalistes avaient même été arrêtés quelques heures pour avoir décrit la mauvaise forme du président. Je me tourne vers nos invités de studio qui sont de l'AICAL. Dans ce studio, nous sommes avec Jean-Didier Babete, qui est l'un des vice-présidents de l'AICAL, et Coralie Garneau, qui est la trésorière de cette association. L'AICAL est l'association des étudiants des cultures africaines de Lyon. Tout à l'heure, en parlant de vos activités, vous nous avez dit que vous avez innové avec le soutien scolaire. Y a-t-il d'autres activités que vous menez au cours de l'année? Oui, allez-y, poursuivez. Donc cette année aussi, on a fait le gala de charité. Donc les multiples arbres à palabres. C'est quoi un arbre à palabres, s'il vous plaît? Donc c'est un lieu, enfin un moment qu'on ouvre à la discussion sur différents thèmes. Du genre, expliquez-nous, faites-nous, à quoi ressemble un arbre à palabres? Il y a un grand arbre, vous trouvez des arbres à Lyon. Donc c'est Ceux qui nous écoutent ne connaissent pas. Oui, donc il est bien intéressant sûr. de décrire c'est pas l'ordre d'un arbre à palabres. C'est quoi concrètement? Donc il y a des conférenciers, donc des personnes qui viennent sur un sujet, parler d'un sujet que nous avons sélectionné. Donc là, il s'agissait le dernier arbre à palabres que nous avons fait. Donc quand on parle d'arbre, il n'y a même pas d'arbre du tout. Non, Pour comprendre. non, il n'y a pas. C'est le nom en fait du. Donc ça se passe où?
Pourquoi l'arbre? Quand on dit Abapalab, alors le lieu, c'est quoi? C'est une salle de conférence quelconque, c'est ça? Oui, qui a Non. lieu la plupart du temps. C'est qui pas a sous un lieu- arbre. Non. Voyez-vous, quand vous Dans- dites ce sont des choses, parce qu'on sait que l'Abapalab, pour ceux qui sont africains, qui connaissent l'Afrique, généralement, on est sous un arbre, là où généralement les notables sont assis autour du roi ou du chef pour palabrer, pour discuter ou pour voilà, trancher sur des conflits ou des questions importantes. Donc, quand on parle d'Abapalab, en fait, ça peut évoquer cela dans l'esprit de certains. Donc ça part de là, l'idée, on la part de là, Oui. de cet esprit-là. Mais malheureusement, voilà, nous on aimerait bien le faire aussi dans le même cadre, je pense. Mais ça a lieu à notre siège qui est la maison des étudiants dans le 7e arrondissement de Lyon. Et quoi d'autre? On veut bien savoir ce que vous avez fait au cours de l'année qui s'achève. Hein. Donc je disais. Je vous laisse tranquille un instant et puis je vais vous donner quelques brèves et on revient avec vous dans quelques secondes. Donc, on repart donc sur le continent. À Melilla, c'est une centaine d'immigrants qui passent la frontière. Près de 100 migrants africains ont réussi à pénétrer mardi dernier dans l'enclave sous administration espagnole de Melilla. Ils ont franchi la haute barrière frontalière qui sépare le Maroc et l'Espagne. Les faits se sont produits donc vers 7 heures du matin. Il s'agissait d'un groupe très important d'environ 300 subsahariens, dont environ 100 ont pu entrer à Melilla, a déclaré un porte-parole de la garde civile espagnole. Selon la préfecture de Melilla, 3 gardes civils ont été légèrement blessés après avoir reçu des coups ou chuté, et l'un a été heurté par un crochet utilisé par les migrants pour escalader la barrière. Notre magazine arrive à son terme. Je me tourne vers nos invités de studio. Je vous pose une question toute simple. Quand on entend ce genre de nouvelles des gens qui bravent ce genre d'obstacle pour venir en Occident, qu'est-ce que ça vous fait? Pardon? Ah, vous n'écoutez pas. Si j'écoute, j'ai pas bien entendu. Quelle est votre réaction en fait? Lorsqu'on parle des gens qui veulent qui quittent le continent africain et qui bravent les obstacles assez difficiles, vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes étudiant. L'Afrique compte sur vous quand même. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle est votre impression? Moi, je pense pour le lien que je fais par exemple avec l'événement qui aura lieu samedi, c'est le manque d'information. Rappelons donc que samedi prochain, il y aura une conférence débat sur ce livre intitulé La guerre du Cameroun ou l'invention de la France-Afrique. Ça aura lieu où? À la librairie La Griffe. Donc vous disiez le lien, c'est lequel? Le manque, je veux dire, de communication, entre les diasporas ici, les peuples, et sur le continent. Les Vous êtes populations sur le étudiant, continent. c'est vous qui Et- réfléchissez, c'est vous qui préparez le futur. Que faites-vous pour que cela n'arrive plus? Parce que vous parlez de mode de Justement. communication. Que faites-vous, par exemple, à votre niveau? Est-ce que vous y réfléchissez quand Bien vous sûr. retrouvez? Bien sûr que oui, qu'on y réfléchit. Quelles sont les idées qui émergent? De créer tout simplement des liens avec les personnes, par exemple les anciens de l'AECAL qui sont retournés qui travaillent sur le continent, agrandir, renforcer le lien qu'on a avec eux pour justement, voilà. C'est curieux, je vois Jean-Didier Babete qui est l'un des vice-présidents de l'AECAL qui sourit. Jean-Didier, c'est vrai que ce soir, vous êtes resté beaucoup en retrait. Pourquoi ce soir, vous n'êtes pas très présent dans le micro? Je suis juste un peu bègue. On c'est le pour sait, ça mais que- quand vous le voulez, vous parlez couramment, que, Jean-Didier. je suis un peu en retrait, mais la trésorière adjointe Elle se débrouille très bien. se débrouille très bien. On l'aura compris. Merci d'avoir accepté de jouer avec nous. Donc, rendez-vous est pris samedi prochain à quelle À heure? la librairie La Griffe à 15h. Quelle adresse? 5 rue Sébastien Griffe. Amis auditeurs, on vous remercie de votre fidélité. On vous retrouve, nous, samedi prochain à 19h. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées.